bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette matinée professionnelle de la Foire du Livre de Brive. Et pour l'introduire, je vais passer successivement la parole à Régina Tchando, présidente du Centre national du livre, et à Frédéric Soulier, le maire de Brive. Donc Régine d'abord. Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse de cette rencontre autour d'un sujet qui est un des sujets qui traverse aujourd'hui de manière très forte la chaîne et la filière du livre, à savoir l'ampleur que prend le marché de l'occasion, à l'image d'ailleurs des évolutions des usages des consommateurs sur l'ensemble des biens, que ce soit le livre, mais aussi évidemment les voitures, ça fait longtemps, les vêtements et tous les produits qui sont aujourd'hui consommables. Pour mille et une raisons, avec un certain nombre de vertus, certainement, mais qui interrogent le Centre national du livre, mais beaucoup les professionnels, sur l'avenir de la filière, notamment celle des auteurs et des éditeurs, compte tenu du développement de ce marché par rapport au livre neuf. Donc c'est l'objet de la rencontre aujourd'hui, et il est tout à fait nécessaire de s'interroger, de pouvoir réfléchir à des formes éventuelles de régulation intelligente qui ne mettent pas en péril le développement de ces usages, mais qui ne mettent pas non plus en péril les équilibres de rémunération et de partage de la valeur de notre profession. Et je dirais que ce sujet s'offre aujourd'hui à nous au moment où la profession aussi a raison s'inquiète de l'arrivée de l'intelligence artificielle, de sa capacité à piller les contenus là aussi en écrasant le droit d'auteur et à l'heure aussi où l'intelligence artificielle va probablement produire des algorithmes qui préexistent depuis fort longtemps, qui vont se sophistiquer et qui peuvent encore plus enfermer les consommateurs et donc réduire la diversité éditoriale qui nous est chère et qui est, je dirais, un peu la pierre angulaire de la France, me semble-t-il, par rapport aux autres pays européens et occidentaux. Et enfin, tout cela se passe aussi dans un contexte, et j'en aurai fini, je ne veux pas être trop longue, où la librairie est fragilisée par l'augmentation par l'inflation des prix, la petitesse de sa marge historique, mais qui est de plus en plus dévorée par l'inflation, l'augmentation de la masse salariale, et avec une crainte très importante qui plane sur le pass culture, dont vous savez qu'il est une réussite, et on s'en réjouit pour le livre, puisque nous, notre travail au CNL, c'est de faire en sorte que les jeunes et les adultes, mais en particulier les jeunes, lisent toujours et ne se laissent pas dévorer de manière totalement passive par les écrans. Voilà, j'en aurais fini avec les trois sujets qui, je pense, aujourd'hui sont des objets de réflexion et d'inquiétude, dont celui du marché d'occasion aujourd'hui, dont nous allons entendre des propos, sur lesquels nous allons entendre des propos intelligents. Et merci à Marion Boyer et Marléna Maton, qui sont au Centre national du livre, dans mon équipe formidable, et Marion a mené avec vous cette table ronde aujourd'hui. Merci. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas quoi rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, si ce n'est bien sûr le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois et une énième fois, je dirais, pour débattre sur nos rencontres professionnelles. Je dis souvent que à Brive, c'est aussi l'espace de la rencontre et c'est aussi l'espace du temps que vous prenez, vous, ceux qui sont investis sur Paris, parce que vous n'avez pas forcément le temps pour vous parler, pour vous rencontrer. Ici, c'est génial, c'est une plateforme totalement dépaysée, totalement sereine pour pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels. Et je suis très heureux que Régina Tchando ait pris ce leadership avec le CNE pour que nous puissions continuer de débattre. Une question que nous avions d'ailleurs engagée il y a quelques années avec notre ami Jean Brousse ici présent, puisqu'on a créé ces rencontres professionnelles ici même dans cette maison. Et donc maintenant cela dure depuis 5-6 ans, je crois que c'est la 7e année même, il me semble, que nous faisons les rencontres, si je ne me trompe pas, 7-8.
voilà, la mémoire me fait un peu défaut, mais 8 ans, c'est aussi l'occasion de chaque année pouvoir se croiser, se rencontrer, pouvoir échanger sur les vrais sujets de fond. Parce que ici, la foire du livre, ce n'est pas que la foire de l'écriture et de la lecture, c'est aussi la foire où on vient échanger, parler, poser les vrais débats sur les vrais sujets qui nous interpellent. Et Régine l'a parfaitement rappelé ici, ce marché représente 20%. Le marché de l'occasion, 20%, c'est assez important pour qu'on puisse évidemment s'y intéresser. Vous avez rappelé aussi avec l'intelligence artificielle qu'ici on a plutôt une intelligence humaine, c'est-à-dire de pouvoir continuer à échanger, de pouvoir continuer à poser les bonnes questions et surtout à essayer d'avoir les bonnes réponses. Donc cette plateforme et ces rencontres sont aussi faites pour cela et je m'en réjouis chaque année. Donc merci à vous, merci aussi à nos partenaires qui sont présents et puis à nos intervenants qui, je l'imagine bien, auront à contribuer à cette question et à répondre fondamentalement à cette inquiétude potentielle, ou du moins cette perspective qui n'est pas une contrainte, mais qui est aussi peut-être une opportunité. Merci à vous en tout cas pour cette rencontre et merci de votre présence. Merci. Bien, alors le livre d'occasion n'est pas, si j'ose dire, un sujet neuf. En revanche, le marché du livre d'occasion, tel qu'il se développe depuis quelques années, lui, il l'est. Longtemps, le livre d'occasion représentait un marché relativement marginal. Il y avait bien sûr des librairies d'anciens, il y avait des librairies de livres épuisés. Il y avait aussi, il faut quand même le mentionner, Gibert, qui est présent aujourd'hui, donc on en parle, on va en reparler, qui est un acteur historique du livre d'occasion. Et puis il y avait les bouquinistes à Paris, des étals de livres d'occasion sur les marchés partout en France. Mais ce qui a changé, c'est la révolution numérique. Et avec la révolution numérique, l'apparition de très grandes plateformes qui commercialisent à une échelle très large des livres de seconde main. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Monsieur le maire, un livre sur 4 vendu en France, oui c'est ça, un livre sur 4, pardon, est un livre d'occasion. Donc ce matin, ce que nous voulons essayer de faire, c'est d'abord d'essayer d'évaluer et de comprendre ce phénomène, ce changement très important qui est en train d'advenir, et d'autre part de mesurer les impacts sur la création, sur le marché du livre, et éventuellement d'essayer de trouver des pistes d'évolution pour traiter cette nouveauté, disons, sur le marché du livre. Alors pour cela, nous avons à la tribune des représentants de toutes les professions du livre. Alors à votre droite, Nicolas Viel, qui est le directeur d'exploitation des librairies Gibert, enfin Gibert maintenant d'ailleurs, on les appelle simplement Gibert. Séverine Weiss, qui est la présidente du Conseil permanent des écrivains, Renaud Lefebvre, qui est directeur général du syndicat national de l'édition, et Geoffroy Pelletier, qui est le directeur de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, et avec lequel nous allons commencer parce que la SOFIA a réalisé avec le ministère de la Culture au début de l'année, enfin, les résultats ont été présentés en avril dernier, une enquête qui est tout à fait inédite. C'est la première grande enquête sur le livre d'occasion. Et donc, Geoffroy, vous allez nous présenter les principaux résultats pour introduire le débat. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, peut-être juste un mot, pourquoi la SOFIA s'est intéressée à ce sujet avec le ministère de la Culture. La SOFIA, c'est un organisme de gestion collective. On a comme mission principale de percevoir et de redistribuer le droit de prêt en bibliothèque et la copie privée numérique pour le secteur du livre. Et on représente à la fois auteurs et éditeurs du livre. Et donc, c'était des ayants droit qui étaient évidemment intéressés à ce sujet du livre d'occasion pour lequel il y avait très très peu de littérature, très très peu d'études. Il y a eu une note il y a quelques années, mais qui commençait à dater sur le sujet. Et puis plus rien, alors que tous pressentaient évidemment que ça représentait quand même un point important du secteur du livre. On a énormément d'études sur le livre numérique qui finalement pèsent quelques pourcents seulement du marché et pratiquement rien sur le livre d'occasion. Donc on s'est intéressé à ça. On a
avec le ministère de la Culture, fait conduire une étude relativement importante et ambitieuse. Alors, je ne sais pas si elle a atteint tous ses résultats, mais elle se voulait vraiment ambitieuse en essayant de regarder tous les aspects de ce marché du livre d'occasion, son évolution, ses principaux chiffres aujourd'hui, et puis aussi s'intéresser aux acheteurs et aux revendeurs de livres d'occasion pour avoir un panorama quasi complet de la question. Alors je suis désolé parce que présenter une étude sans graphique, sans tableau, ça risque d'être un peu une avalanche de chiffres. Je vais essayer de pas trop le faire, mais voilà. Donc vous aurez quand même quelques chiffres sur le sujet. D'abord sur l'évolution du marché du livre d'occasion depuis 10 ans comparé au marché du livre neuf. C'était intéressant de voir comment les deux se sont comportés. Si on parle du nombre d'acheteurs, le nombre d'acheteurs de livres neufs sur les 10 dernières années, il est à peu près de moins 5 à moins 10% sur 10 ans. Il a diminué de moins 5 à moins 10% sur 10 ans. Dans le même temps, le nombre d'acheteurs de livres d'occasion, lui, il a augmenté de plus de 30 à 40%. Donc on a déjà une vraie différence entre une population d'acheteurs de livres neufs qui diminue alors que la population d'acheteurs de livres d'occasion augmente et augmente de manière très, très singulière. Aujourd'hui, on est à peu près à un acheteur de livres sur 4 qui achètent de l'occasion. 25% des acheteurs de livres achètent aussi de l'occasion. C'est pratiquement un Français âgé de 15 ans et plus sur 5 qui achète de l'occasion. Au sein des acheteurs de livres, en plus, la part des acheteurs exclusifs, ceux qui n'achètent que du livre neuf, a fortement diminué au profit de ceux qui achètent à la fois du neuf et de l'occasion. Ce qu'on a vu aussi sur ces chiffres-là, c'est qu'il y avait une part de plus en plus importante, et on y reviendra, à la préméditation de l'achat d'occasion. Précédemment, on tombait un peu par hasard sur un livre d'occasion. Aujourd'hui, on souhaite acheter un livre d'occasion, on pense à acheter un livre d'occasion, et en plus, il y a de nombreux outils technologiques qui nous permettent de plus en plus d'acheter directement de l'occasion. Donc l'achat spontané d'occasion a tendance à diminuer au profit d'un achat de plus en plus prémédité du livre d'occasion. Sur les quantités achetées, là, l'augmentation est encore plus importante. Sur le livre neuf, sur les 10 ans, c'est à peu près stable avec un petit pic pendant le Covid, mais c'est relativement stable sur la période des 10 années. Sur le livre d'occasion, les quantités achetées, c'est plus 30 à plus 50% sur 10 ans. Donc c'est une augmentation considérable des volumes d'occasion achetés. Et on est aujourd'hui, 20%, ça fait un livre sur 5. Un livre acheté sur 5 est un livre d'occasion. S'il y a peut-être qu'un chiffre à retenir de tous ceux que je vais vous présenter, c'est vraiment celui-ci. Sur 5 titres achetés, 5 exemplaires achetés aujourd'hui sur une année en France, il y en a un qui est d'occasion. Sur les sommes dépensées, comme les prix sont à peu près stables depuis une dizaine d'années, on est à peu près sur les mêmes évolutions. Relative stabilité des sommes dépensées pour le marché du neuf, petite augmentation de 5% sur les toutes dernières années. En revanche, sur l'occasion, on est à plus 30, plus 50% d'augmentation sur le marché du livre d'occasion. Je vous donne deux chiffres parce qu'on avait deux baromètres qui nous permettaient de mesurer ça et ces deux évolutions sont vraiment comparables. On va dire que la moyenne, c'est au moins 40% d'évolution sur les sommes dépensées pour le marché de l'occasion. On était à 20% en volume, on est à 10% sur le chiffre d'affaires, puisque évidemment, le prix du livre d'occasion est inférieur à celui du livre neuf. Sur ce prix des livres achetés, vraie stabilité depuis 10 ans, un livre neuf acheté, pas le prix du livre neuf tel qu'il est proposé, le prix du livre neuf acheté est en moyenne de 11 €, et pour un livre d'occasion, on est en moyenne à 4 €. C'est-à-dire qu'il est quasiment 3 fois moins cher en occasion. Ça peut vous paraître bas, 11 € pour un prix moyen d'achat du livre neuf, mais c'est parce qu'il y a une part importante du livre de poche, à la fois dans le neuf et dans le livre d'occasion. Mais il faut retenir ce ratio à peu près de 1 à 3 fois. Sur les segments éditoriaux qui sont concernés, évidemment c'est la littérature qui est le plus concernée par la revente d'occasion, mais comme elle est le plus concernée par la vente de livres neufs, mais ça nous a semblé intéressant de descendre un peu aussi par segment et de regarder ce qui se passait selon les différentes catégories éditoriales du livre. Alors je ne vais pas vous donner tous les chiffres, vous les trouverez dans l'étude qui est disponible sur le site de la SOFIA, mais aussi sur le site du SNE et je pense sur le site du Conseil permanent des écrivains, mais quelques chiffres pour voir aussi comment se comportent les catégories éditoriales. Et c'est assez différent de l'une à l'autre. Sur les romans contemporains, par exemple, qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui, l'occasion, là je suis en nombre d'exemplaires achetés, l'occasion ça a été plus 34% sur les 5 dernières années et seulement plus 10% pour le neuf. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un roman contemporain sur 4 qui est acheté d'occasion. C'est encore plus flagrant pour le roman policier. Plus 40% en occasion sur ces 5 dernières années, moins 14% sur le marché du neuf sur la même période. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un roman policier sur 2
qui est acheté en France est un livre d'occasion. Et on verra les répercussions et les impacts que ça a évidemment derrière sur la chaîne du livre. Sur le roman sentimental, on est à plus 19% pour l'occasion, moins 26% pour le neuf. Sur le roman adolescent et le roman jeunesse, alors là c'est des chiffres assez ahurissants, on est à plus 137% pour l'occasion, plus 157% pour le roman jeunesse, alors qu'on est à plus 7% ou à moins 21% entre roman adolescent, ce qu'on appelle aussi young adult, et le roman jeunesse. Donc une augmentation à plus de 3 chiffres pour l'occasion d'un côté et une stabilité, voire une baisse pour le secteur jeunesse de l'autre. C'est moins vrai pour les albums. Les albums sont à peu près au même niveau, plus 6 et moins 7 entre l'occasion et le neuf, donc ça joue moins sur les albums jeunesse que sur la littérature jeunesse. Et puis sur le secteur de la bande dessinée, alors là c'est assez intéressant parce qu'il faut dissocier la bande dessinée franco-belge et les comics du manga qui a évidemment une évolution totalement différente. Sur la bande dessinée et les comics, en neuf, ça se porte plutôt pas mal, puisque sur les 5 dernières années, on est à plus 30% d'évolution en quantité achetée, mais l'occasion, c'est plus 80% sur la bande dessinée franco-belge. Et sur les mangas, c'est totalement inversé. L'occasion, c'est moins 3%, alors que les ventes de neuf en manga, alors on est sur les années jusqu'en 2022, ça baisse un petit peu ces derniers temps, mais on était à plus 200% sur les ventes de manga neufs. Donc le manga, lui, n'a pas encore basculé sur le marché de l'occasion, en tout cas jusqu'en 2022. C'est peut-être moins vrai maintenant sur 23 et 24. Et puis je finirai avec les sciences humaines, catégorie sciences humaines, où là malheureusement, mais c'est un secteur dont on sait qu'il est en grande difficulté, c'est à la fois en baisse de moins 18% sur l'occasion et en baisse aussi sur le neuf de moins 10%, mais ça malheureusement on sait que le secteur des sciences humaines est un secteur compliqué pour l'édition. Un petit mot sur les modèles économiques et les circuits de vente d'occasion. Là, je pense que ce qui est important de vraiment pointer, c'est qu'on a vraiment assisté dans le marché de l'occasion à 2 révolutions successives importantes. On était avant dans une situation, en tout cas pour les gens de ma génération, où on trouvait un livre d'occasion par hasard dans une braderie, pour les Parisiens sur les quais de Seine, dans des commerces physiques qui avaient un rayon plus ou moins important d'occasion. Alors Gibert en est évidemment l'exemple suprême, mais on tombait par hasard sur un livre d'occasion et on se disait, bon, à ce prix-là, je n'avais pas forcément prévu de l'acheter, il est dans un état relativement correct, finalement je l'achète. Donc c'était vraiment un achat spontané. Et c'était du coup un poids dans le marché du livre qui était significatif, mais qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. La première révolution, c'est évidemment la révolution du numérique, avec l'apparition de sites de vente en ligne très importants, soit des sites de vente en ligne qui vendaient à la fois du neuf et de l'occasion, soit des sites de vente en ligne qui ne vendaient que de l'occasion. Et là, on pense évidemment à l'arrivée d'Amazon, à l'arrivée de Rakuten, à l'arrivée de Momox, avec un changement d'échelle considérable qui explique en grande partie pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur ces volumes et sur ces montants-là. Ça, c'est la première révolution numérique et c'est ce qui fait qu'on change complètement de paradigme. On tombait par hasard sur un livre, désormais vous cherchez un titre en ligne, on vous le propose quasiment systématiquement d'occasion. Et ça change tout. Et en plus, vous trouvez une offre plus importante que par le passé. Et puis la deuxième révolution qui est en train de se passer ou qui est plus récente, c'est celle de sites de mise en relation entre des consommateurs eux-mêmes. Il n'y a plus d'opérateurs intermédiaires, c'est plus un site qui achète des livres d'occasion à des consommateurs, qui les met en vente et qui les revend à d'autres consommateurs. C'est des sites qui mettent en relation des consommateurs entre eux directement. Quelqu'un a des livres dont il ne veut plus les garder et il veut se faire un petit peu d'argent dessus, il les propose et on a en face un consommateur qui se trouve qu'il a envie de ces livres et qui les voit en occasion et qui les achète. C'est Le Bon Coin, c'est Vinted qui sont des intermédiaires et ça c'est un marché pour l'occasion qui se développe aussi énormément. C'est vraiment ces 2 révolutions-là successives qui ont fait qu'on a changé d'ampleur sur ce marché. Alors cette diversité des modèles, elle peut en plus se combiner. Vous avez évidemment encore, heureusement, des magasins physiques et des commerces physiques qui vendent des livres d'occasion. Vous avez des magasins qui vendent sur leur propre site des livres d'occasion. Vous avez des magasins qui créent des plateformes sur d'autres sites pour vendre d'occasion. Vous avez aussi certaines enseignes qui cumulent l'ensemble de ces possibilités. Donc il y a vraiment une interconnexion. Il y a beaucoup maintenant de possibilités de revendre des livres d'occasion, plus les modèles de consommateur à consommateur. Avec
deux grands types de sources de revenus pour ces opérateurs. Le premier, c'est d'avoir un produit sur la vente. En fait, vous achetez le livre d'occasion à celui qui veut s'en débarrasser à un prix plus faible que celui auquel vous allez le revendre, et vous avez une marge entre ce prix d'achat et ce prix de revente. Et puis vous avez ces sites de mise en relation qui, eux, jouent plutôt sur des commissions entre le prix d'achat et le prix de vente entre consommateurs, qui offrent des services d'assurance, qui offrent aussi qui revendent aussi la logistique transport, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils négocient très bas des tarifs avec la Poste pour ensuite revendre aux consommateurs ce paquet colis pour envoyer des livres. Et sur les millions de colis qui sont expédiés, ils se font une marge qui n'est pas négligeable. On s'est donc aussi intéressé à l'offre qui existait en ligne, puisqu'on a vu que c'était ça qui avait vraiment changé un peu les choses depuis quelques années. Et la part d'Internet dans l'occasion est extrêmement importante. Internet, pour aller vite, sur le livre neuf, c'est un livre neuf acheté sur 5 qui est sur Internet, grosso modo. Sur l'occasion, c'est un livre d'occasion sur 2 qui est acheté sur Internet. Donc vraiment, c'est ça qui a pris, c'est le commerce en ligne d'occasion qui a pris une place prépondérante sur ce commerce d'occasion. On a étudié 6 plateformes de vente en ligne, Amazon, Le Bon Coin, Momox, Fnac.com, eBay et Vinted, pour voir ce qu'était l'offre d'occasion sur ces plateformes. On a repéré 50 millions d'offres de livres sur ces différentes plateformes. Ça concerne plus d'1,4 million de titres, autant dire que tout est disponible désormais d'occasion sur Internet, des livres récents, des livres anciens, des livres disponibles, indisponibles. Tout est vraiment aujourd'hui à portée de clic, comme on dit. Alors, quelques enseignements. Les principales catégories éditoriales concernées, sans surprise, la littérature, le pratique, la jeunesse et la bande dessinée qui arrivent en tête des titres présentés d'occasion sur ces sites-là. Et puis, comme constat, c'est qu'aujourd'hui, l'occasion maintient à la disposition du public et dans tous les secteurs éditoriaux un choix considérable de titres, dont une partie quand même significative est indisponible en neuf. Donc là, il y a aussi une substitution entre le neuf et l'occasion qui se fait parce qu'on ne trouve plus le titre qu'on cherche en version neuve. Pour la majorité des catégories éditoriales, le prix d'occasion est inférieur ou égal à la moitié du prix neuf. On est souvent sur à peu près moins 50% dans ce qui est proposé. Alors là, on mélange tous les sites de vente en ligne. Bien sûr, c'est une moyenne, selon la catégorie éditoriale, selon l'état aussi du livre, selon les algorithmes des uns et des autres. Ça peut être des montants qui varient. Il y a aussi un regard qui est porté entre les différents acteurs de la vente d'occasion sur les prix proposés par les concurrents. Il y a une concurrence maintenant aussi sur les ventes d'occasion. Les titres de moins d'un an représentent moins de 10% des offres. Alors c'est en pourcentage des offres, pas en pourcentage des achats, mais dans l'offre qui est présentée, il y a une écrasante majorité de titres qui sont plutôt anciens et une présence relative des titres les plus récents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la totalité des nouveautés est disponible très rapidement en ligne, parfois quelques jours après la publication du livre, parfois le jour même, et on a même vu des cas où le livre était présent en occasion avant même qu'il soit sorti officiellement en librairie. Sur la disponibilité commerciale, la moitié des offres qu'on a repérées concernent des livres qui sont disponibles par ailleurs en neuf, donc c'est un vrai choix de l'acheter en occasion et pas en neuf, et puis l'autre moitié par définition qui n'est pas disponible, donc on est dans le cas où on ne trouve plus le livre neuf et l'occasion devient la possibilité de faire encore une acquisition de cet ouvrage. Sur l'état des livres, 40 à 60% des offres portent sur des livres dits en bon état ou comme neuf, c'est les appellations des sites en ligne. Et donc ça aussi, ça favorise quand même un glissement important du neuf vers l'occasion. On n'est plus sur un livre d'occasion défraîchi, abîmé, écorné, etc. On est sur des livres d'occasion qui sont en bon état. Certes, il y a normalement eu légalement une première vente, et donc c'est une revente, c'est une seconde main, mais avec des livres qui sont en très très bon état. Et donc ça aussi, ça favorise le marché de l'occasion. En conclusion sur cette offre-là, on peut dire qu'aujourd'hui, un acheteur de livres d'occasion, il peut disposer en moyenne à 50% du prix neuf et en très bon état de la quasi-totalité des nouveautés, donc les ouvrages parus depuis moins d'un an. On s'est intéressé aussi au rôle que pouvaient jouer les librairies par rapport au marché de l'occasion et quel était un peu leur ressenti sur le marché de l'occasion. Donc on a fait cette petite enquête avec le syndicat de la librairie française, donc à peu près 700 adhérents. On a eu 175 réponses, ce qui est quand même significatif pour les résultats. Et là, ce qui est assez flagrant, c'est le désintérêt, en tout cas pour l'instant, ou le manque d'impétence des librairies pour le marché de l'occasion, mis à part quelques acteurs importants. 20% des libraires interrogés seulement proposent des livres d'occasion dans leur rayon aujourd'hui. On est sur les librairies indépendantes.
Et c'est vraiment très symbolique parce que ça représente en général moins de 1% de leur chiffre d'affaires. Alors c'est vraiment principalement avec l'idée de faire venir une clientèle qui sinon peut-être ne rentrerait pas en librairie, avec des bacs qui peuvent être devant la librairie, se positionner aussi comme acteur éco-responsable et puis répondre à une demande des clients. Mais c'est 20% seulement des librairies qui ont un petit peu d'occasion dans leur rayon, et plus de la moitié d'entre elles ne prévoient pas de développer l'activité sur les prochaines années. Donc c'est vraiment très très peu. Et à l'inverse, les 80% qui ne font pas du tout de livres d'occasion, plus des 2 tiers d'entre eux ne prévoient pas plus d'en faire dans les prochaines années. Donc on voit que pour l'instant, la librairie indépendante en tout cas, est très peu présente sur le marché de l'occasion. Il y a quelques modalités à laisser, quelques réflexions, quelques pistes. Il y a quelques libraires qui essayent de mettre en place des tests, soit en favorisant par exemple l'interclassement avec des livres d'occasion uniquement pour les titres d'une collection qui ne seraient plus disponibles en neuf, pour pouvoir présenter l'intégralité d'une collection de titres. Il y en a qui proposent aussi de racheter les livres d'occasion à leurs clients, pas forcément ensuite pour les revendre, mais derrière pour les revendre à des opérateurs de l'occasion. Donc c'est plutôt toujours dans l'idée de rendre service à sa clientèle, mais ce n'est pas une décision de devenir des acteurs majeurs de l'occasion, en tout cas pour l'instant. Et puis le dernier point, on s'est intéressé donc aux pratiques et au comportement des acheteurs et des revendeurs de livres. La première constatation, qui peut être un peu une surprise parce qu'elle va parfois à l'encontre dans ce qu'on pourrait penser, c'est que les profils des acheteurs d'occasion sont très très similaires au profil des acheteurs de livres neufs. Les livres neufs, c'est 46% d'hommes, 54% de femmes. Là, on est à 43% d'hommes, 57% de femmes. Il n'y a pas d'écart d'âge significatif entre les acheteurs de neufs et les acheteurs d'occasion. Principale tranche d'âge pour l'occasion, c'est les 35-44 ans. Si on veut vraiment aller chercher des petites différences sur les profils sociodémographiques entre acheteurs de neufs et acheteurs d'occasion, et là c'est totalement contre-intuitif, c'est qu'il y a une surreprésentation des catégories socio-professionnelles élevées chez les acheteurs d'occasion par rapport aux acheteurs de neufs, et plutôt une sous-représentation des inactifs dans les acheteurs d'occasion par rapport aux acheteurs de neuf. Donc ça tord un peu le bras à l'idée que l'occasion serait un outil de démocratisation du lectorat. Pour l'instant, ce n'est pas en tout cas du tout ce que montre l'étude. On est vraiment sur des gros acheteurs, des gros lecteurs de livres qui achètent du neuf et qui achètent aussi de l'occasion. D'ailleurs, ça fait écho à une étude récente du Centre national du livre sur la lecture et sur les freins à la lecture, dans lequel on voyait que le prix du livre n'arrivait qu'en 8e position dans les freins à la lecture. Donc tout ça, on est logique entre nos différentes enquêtes. Sur les motivations des acheteurs, alors la motivation écologique aussi, on pouvait penser que c'était un souhait d'être plus écologique en achetant d'occasion. Ça vient très très loin dans les facteurs et les motifs d'achat. C'est 1/3 des acheteurs de livres d'occasion qui le citent, mais ce n'est pas le premier critère. Le premier critère, c'est de pouvoir acheter moins cher, plus de livres. C'est vraiment uniquement une question d'économie réalisée, plutôt par des gros acheteurs et des gros lecteurs, et pas forcément par des CSP les plus défavorisés. Ensuite, si on compare là aussi acheteurs neufs et acheteurs d'occasion, 56%, donc plus de la moitié des acheteurs de neuf et d'occasion, commencent par regarder si le livre qu'ils veulent acheter est disponible en occasion avant de l'acheter en neuf. C'est-à-dire que la moitié de ces acheteurs-là qui achètent neuf et occasion, désormais, préméditent complètement l'achat d'occasion. Ils ne tombent plus par hasard sur ça. Ils souhaitent regarder d'abord, avant d'acheter le neuf, est-ce qu'il est disponible d'occasion. Et plus de 2/3 d'entre eux comparent les prix proposés par les différents sites de livres d'occasion. Et ça, c'est parce qu'on a de plus en plus des outils disponibles pour le faire. Vous avez sur les sites de vente en ligne des systèmes d'alerte. Vous souhaitez un livre, vous posez une alerte et on vous prévient quand le livre est disponible d'occasion. Donc c'est plus vous qui tombez dessus, c'est carrément le site qui vous dit voilà, ce livre va être disponible d'occasion. Vous avez même des sites de comparatifs de prix. Vous pouvez aller voir si il est moins cher sur Momox, plus cher sur Rakuten, etc. Donc vous avez des sites, des comparatifs de prix qui n'existaient pas avant. Tout ça pousse et renforce la préméditation de l'achat d'occasion et une forme de professionnalisation, avec beaucoup de guillemets, des acheteurs de livres d'occasion. Sur les freins, il y a des freins à l'achat d'occasion. C'est une interrogation sur l'état des livres, sur les sites par rapport aux ventes d'ailleurs dans les magasins physiques, c'est de se dire est-ce que le livre qui va m'arriver est vraiment en bon état par rapport à ce qui est dit, donc il y a un peu un doute qu'il peut avoir, et puis le plaisir qui continue, qui persiste d'acheter un livre neuf par rapport à un livre qui a déjà été acheté, déjà lu, et passé entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un mix entre
le critère de description physique du livre, le critère de prix et le critère de disponibilité, parce que pour faire un choix, il faut qu'il soit encore disponible en neuf, qui guide et qui pourrait nous donner une idée de est-ce qu'il y a substituabilité entre le marché du neuf et le marché de l'occasion. Je finis presque. Sur la préméditation, un dernier point. Près de la moitié, donc un acheteur de livres d'occasion sur 2, achète en seconde main, achète un livre d'occasion, alors qu'il pensait initialement l'acheter en neuf. Donc il y a ceux qui préméditent de le faire d'occasion, et puis il y a ceux qui veulent acheter en neuf, et comme on leur propose un livre d'occasion, mais finalement ils basculent et ils l'achètent en neuf, par opportunisme le plus souvent. Dernier point sur les revendeurs de livres, j'ai fini. 40% des Français vendent ou revendent des livres d'occasion. Principalement des gens qui achètent aussi du livre d'occasion, mais on a aussi des revendeurs qui sont des acheteurs de livres exclusifs de neuf, des gens qui n'achètent que du neuf, mais qui revendent leurs livres pour que ça aille dans le marché de l'occasion. Et puis on a même 15% des Français qui vendent des livres, mais qui n'en achètent pas du tout. Donc ça, probablement, j'espère qu'ils ne les volent pas. Je pense que c'est plutôt des cadeaux qui font pas toujours plaisir. Et donc il y a une revente assez rapide. Je pense que dans les magasins, juste après Noël, il y a un afflux d'offres de revente de livres neufs. Et sur ces revendeurs, on est sur une population un petit peu plus jeune que celle des acheteurs de livres d'occasion, avec la motivation qui est de gagner un petit peu d'argent, mais pour 2/3 des revendeurs, on parle de moins de 10 livres revendus par an et un peu moins de 50 €, donc c'est pas un gain. C'est plutôt l'idée qu'on ne veut pas acheter un livre, on ne veut pas s'en débarrasser, le revendre, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas vraiment le mettre à la poubelle. Dernier point, donc conclusion, et j'ai fini, je le promets. 1, le double changement de paradigme avec l'arrivée des sites de vente en ligne et l'arrivée des sites consommateur à consommateur. 2, une plus grande préméditation de l'achat d'occasion, ça c'est vraiment aussi un changement important. 3, une généralisation de l'achat d'occasion. Tous les secteurs sont concernés, toutes les occasions sont possibles. On achète de plus en plus de l'occasion pour l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qu'on ne faisait pas avant. Moi, je pense que si un jeune en avait acheté des livres d'occasion pour les acheter, on se serait fait traiter assez rapidement de pingre. Aujourd'hui, ça se fait d'acheter des livres d'occasion et de les offrir. Donc il y a de plus en plus d'achats d'occasion pour quelqu'un d'autre. 3, une part très significative et en hausse du marché du livre via l'occasion. Et les cinquièmement, mais qui lance peut-être les réflexions derrière, c'est que pour tous ces livres-là, et je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, il y a une absence aujourd'hui totale de rémunération pour les auteurs et les éditeurs de ces livres-là, donc un manque à gagner et un préjudice de plus en plus important pour ces deux acteurs de la chaîne du livre. Merci Geoffroy. On voit que c'est un phénomène de très grande ampleur. Alors sur le dernier point, sur les impacts, on va y venir évidemment, mais j'aimerais, avant qu'on vienne à cette question des impacts, avoir les réactions de Nicolas Viel, de Séverine Weiss, de Renaud Lefebvre, simplement déjà sur le phénomène en fait. Comment vous avez reçu cette étude dont vous avez pris connaissance il y a quelques mois, quelles réflexions elle vous inspire, et donc d'abord Nicolas Viel, parce que vous, comme on l'a dit plusieurs fois là maintenant, Gibert est un acteur historique du marché de l'occasion, donc je pense que cette étude elle vient rencontrer en fait des analyses que vous faites de votre côté. Qu'on fait effectivement maintenant depuis plus de 140 ans. L'étude elle vient confirmer ce que l'on savait. Il y a des choses à l'intérieur qui sont assez intéressantes. On le dit, il y a une motivation, on le savait, nous chez nos clients, pour acheter des produits d'occasion évidemment moins chers, mais une grosse majorité également, et c'est l'origine de l'occasion chez Gibert, on est devenu passeur de culture en faisant de l'occasion, pour la bonne et simple raison que Joseph Gibert, le grand-père, il y a 140 ans, s'était rendu compte très rapidement que certains livres n'étaient plus disponibles. Et ça, l'étude le montre, je crois qu'on arrive à 50-60%, même quand on prend les manquants provisoires, des livres d'occasion vendus qui sont des livres qui n'étaient pas disponibles en neuf par ailleurs. Pour autant, on voit bien qu'il y a des modèles qui évoluent. On est sur un modèle singulier chez Gibert. On est sur un modèle où on a toujours défendu le livre, la lecture, le livre neuf et le livre d'occasion. On a toujours eu ce parti pris. On ne peut pas considérer chez Gibert faire de l'occasion sans faire de neuf. Pour la bonne et simple raison que s'il n'y avait pas d'auteur, qu'il n'y avait pas d'éditeur, qu'il n'y avait pas de livre neuf, il n'y aurait pas de livre d'occasion derrière. Et on voit bien qu'effectivement, à travers cette étude et les différents modes de consommation qui sont proposés et qui sont analysés par l'étude, on a des comportements qui ont fortement varié et notamment, je trouve, on interprète ça comme ça, nous, des comportements de vendeurs d'occasion qui ne respectent pas nécessairement la création, l'édition,
et c'est pas notre parti pris. On a toujours fait coexister le livre neuf avec le livre d'occasion, et donc cette étude effectivement montre qu'il y a des pratiques qui ont considérablement évolué, un marché qui s'est un petit peu on va dire devenu un petit peu une jungle dans laquelle le respect de l'œuvre écrite, éditée est un petit peu moins respecté aujourd'hui. Donc dans cette étude, il y a beaucoup de points. Moi, je voudrais profiter de cette intervention, qui est une intervention professionnelle, pour démystifier quelque chose, une petite musique qu'on entend régulièrement. Geoffroy l'a évoqué dans son analyse, on trouve tout type de livres. Et il y a quelque chose, nous, qui nous interpelle, parce qu'on est souvent sollicité sur ce sujet-là, on trouve tout type de livres, y compris des livres qui viennent de sortir, même à jour de parution, et qui sont pour autant, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, l'occasion, il y a quelque chose de très suivi, de très normalisé, et avec des actes de suivi, notamment des procédures de rachat, de suivi de livres de police, etc., qui sont très clairs. Et tout le monde s'interroge sur le fait de trouver des nouveautés en occasion à jour de parution. Alors, l'étude montre 4% des offres. Moi, j'ai fait l'étude. Je pense qu'on est assez représentatif sur le sujet parce qu'on a quand même une notoriété pour ça. On est sur 5% des volumes. Derrière les offres, il n'y a pas de volume. Donc, en creusant un petit peu plus loin, c'est 5% de volume, donc de livres de moins de 3 mois. Sur ces 5% de volume, et on est à 10% de moins d'un an. Je vois Renaud qui... Voilà. Sur ces chiffres-là, les volumes vendus, 5% de moins de 3 mois, 10% de moins d'un an. Pour les moins de 3 mois, on a une partie infime de livres qui sont vraiment des reventes de clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où viennent les autres livres ? En fait, aujourd'hui, il faut être très, très clair. C'est pas la plupart des libraires qui vendent des livres neufs, des livres récents en occasion, sont pas en train de vendre du neuf en occasion. Je pense que sinon, au bout de 3 mois, leur compte d'exploitation les ferait fermer et mettre clé sous la porte. Ce sont des livres vendus par des professionnels du monde du livre. Et aujourd'hui, pour nous, il y a quelque chose pour réassurer et redonner confiance entre éditeurs, auteurs et libraires qui vendent de l'occasion. Je pense qu'il faudrait peut-être se poser la question de savoir sur quel mode de diffusion les nouveautés sont présentées aux journalistes, aux différentes instances pour assurer la promotion. Dit autrement et très clairement, les services de presse s'arrêteraient, il n'y aurait plus de nouveautés à jour de parution. Donc ça, nous, c'est quelque chose qui paraît un peu aberrant, parce que c'est 5%, ok, 5% de manque à gagner, mais ça nous paraît important aujourd'hui d'en parler. Après, je relance un petit peu la balle du côté du SNE, plutôt des diffusions, mais il va falloir se poser la question pour réassurer tous les parties, les auteurs qui s'étonnent de voir leur livre, et on peut le comprendre. Le jour de la parution, leur livre sur des plateformes. Donc je profite de l'occasion pour parler de ça ouvertement, clairement, sans langue de bois, parce que c'est quelque chose qui agace très profondément et légitimement les auteurs, et dont on doit, à un moment donné, trouver des solutions. Et très honnêtement, je pense qu'on va résoudre le problème à 90 voire 100% lorsqu'on aura... Certaines maisons d'édition et diffusion ont déjà passé toutes leurs nouveautés en diffusion de PDF, épreuves non corrigées, et donc cassent cette dynamique de revente Merci. Vous vouliez... Le micro marche plus ? J'ai été coupé. Non, c'est bon. Si. Voilà, donc ça c'est un point qui est important, et on verra effectivement après les impacts. Oui, on reviendra sur les impacts après. Hein. Là, c'est vraiment la première réaction sur l'étude elle-même. Séverine Weiss, est-ce que les résultats de cette étude vous ont surpris ? Quelle réflexion elle vous inspire dans l'analyse du phénomène ? Oui, c'est bon. Alors déjà, je suis très contente qu'il y ait eu cette étude. Elle était quand même très attendue. Et on peut remercier la SOFIA et le ministère de la Culture d'avoir mené à bien ce gros travail qui, j'espère, se poursuivra, puisque les chiffres ne sont pas anciens, mais disons, commencent à dater un petit peu et l'évolution se poursuit. Et on peut considérer, a priori, que ça ne va que dans un sens d'augmentation encore de la part de l'occasion. Donc on est déjà très content qu'elle soit sortie. Moi, ça ne me surprend pas. Il y a des éléments
effectivement un peu contre-intuitif, par exemple le fait qu'on est quand même dans des catégories de professionnalisés, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut imaginer sur les achats de livres d'occasion. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Pour le reste, non, ce qu'on voit, c'est que par rapport au marché à l'ancienne, disons, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'aime, tel qu'on l'apprécie en tant qu'auteur, parce qu'en tant qu'auteur, on est aussi lecteur et on aime bien les bouquinistes et les bacs chez les libraires. Là, on est dans un véritable phénomène massif d'industrialisation, tout simplement, du marché de l'occasion, avec un marché qui a aujourd'hui, pour une grande partie de son fonctionnement, les mêmes caractéristiques que le marché du neuf et la même exposition, donc en gros qui vient empiéter sur le marché du neuf. Donc non, c'est venu confirmer ce qu'on imaginait, et simplement après le constat, il va falloir réfléchir à la suite. C'est un fait, c'est ainsi, on ne va pas empêcher que ça existe, simplement il va effectivement falloir réfléchir à cette évolution majeure du marché de l'édition. Renaud Lefebvre. Oui. Saluer le travail qui a été fait à l'initiative de la SOFIA et avec le soutien du ministère de la Culture, tout simplement parce qu'elle permet d'établir des données, on l'a dit, on pressentait des évolutions notables sur le marché. Le fait de disposer de chiffres, c'est à la fois extrêmement utile pour favoriser cette prise de conscience, et puis c'est surtout une condition indispensable pour faire quelque chose. À partir du moment où on mesure, on peut en venir à la question des réponses et des réponses proportionnées. Et c'est véritablement là la question qui va commencer à se poser. Je voudrais d'emblée quand même essayer d'évacuer un point qui a été clairement dit et qui est peut-être un malentendu sous-jacent sur cette démarche et sur ces études. L'objectif essentiel des auteurs et des éditeurs, c'est que leurs livres soient le plus largement diffusés possible et le plus lus possible. Donc il ne s'agit pas de dire que l'occasion c'est mal. Il ne s'agit pas de dire qu'il doit y avoir une culpabilité à consommer du livre d'occasion. Et de toute éternité, depuis que le livre existe, l'occasion existe. Donc la question ne se pose pas. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement un changement total de paradigme, un changement d'échelle, et qui met tout simplement en péril, on va dire, l'équilibre de l'activité de l'ensemble de la chaîne, on va dire dans sa globalité, avec sans doute des différences selon qu'on est auteur, éditeur ou libraire, avec une évidence qui est, on va dire, assez monumentale. Pour qu'il y ait un livre d'occasion, il faut qu'il y ait eu un livre neuf. Et si l'occasion détruit le neuf, je pense qu'on engage des spirales qui sont extrêmement dangereuses pour tout le monde. Et on en revient à cette question qui est quand même une béance, c'est-à-dire que vous ne le savez sûrement pas, lorsque vous achetez un téléphone portable, même d'occasion, une somme est, via la SOFIA, finalement reversée aux éditeurs et aux auteurs pour tenir compte du fait que ces appareils peuvent copier des œuvres qui ont été protégées par le droit d'auteur et qu'il est important de préserver la chaîne de la création. Sur les 60 millions d'exemplaires vendus selon l'étude de 2022, et certainement bien davantage aujourd'hui, rien. Zéro. Donc on est dans une situation qui appelle une réponse en matière de politique publique, et je pense que c'est une des questions sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Oui, Geoffroy, oui. Je me tais à tout jamais. Sur les chiffres qui commencent à dater un petit peu, c'est vrai que l'étude a été menée, les analyses sur les chiffres ont été menées en 2023, donc sur des chiffres à fin décembre 2022, et le temps d'analyse de 2023 a permis de faire une présentation en 2024. Donc c'est vrai qu'on commence à être fin 2024 sur des chiffres qui ont 2 ans. L'idée derrière, c'est pas forcément de refaire une même étude de la même ampleur, parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, et que nous ne voudrons pas revenir remettre tout ça sur le tapis. En revanche, l'idée est d'avoir un baromètre qui soit un baromètre régulier, annuel, qui permettra de continuer de suivre les principaux indicateurs que l'étude aura mis en évidence. Là, c'est quelque chose qui est déjà acté. Il y a une échéance pour le premier baromètre ou Non, c'est quelque chose qui est acté, mais c'est quelque chose qui sera fait par le ministère de la Culture, avec l'ensemble de ces baromètres. Reste à se mettre d'accord sur l'ensemble des indicateurs qui nous semblent le plus pertinents pour les années à venir.
D'accord. Alors, Renaud Lefebvre a commencé d'engager le débat sur cette question des impacts du développement du phénomène du livre d'occasion. Je voudrais peut-être mentionner quand même certains aspects positifs, enfin il me semble, je vous donnerai votre avis, mais qui est quand même la dimension de recyclage, de réutilisation, enfin qui se pose dans toute la société sur de multiples produits, peut-être aussi des dimensions d'accessibilité, mais évidemment vous avez commencé à évoquer la question des défis que cela représente pour la création, puisque une partie, en tout cas une partie apparemment significative des ventes de livres d'occasion prennent sur le marché du neuf et du coup sur les marges qui permettent à la création de s'épanouir et à de nouveaux auteurs d'émerger, de nouveaux livres d'être publiés. Les chiffres qu'a donné Geoffroy en particulier sur le polar sont particulièrement fascinants. Enfin, je ne sais pas comment lancer un nouvel auteur de polar aujourd'hui, ça paraît extrêmement compliqué. Alors, Séverine Weiss, une des composantes du Conseil permanent des écrivains, la Société des gens de lettres, représentée par son président, a fait récemment une tribune dans Libération, dans Livre Hebdo. Et donc Christophe Hardy s'émouvait du fait que les plateformes profitent de l'économie de la création sans y participer. Il s'interrogeait aussi sur le bilan carbone dont il pense qu'il n'est pas très positif, en fait, de manière un peu contre-intuitive, du marché de l'occasion. Comment vous appréhendez ces impacts du développement du marché du livre d'occasion pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'autrice? Alors, pour les auteurs, donc, pour un auteur qui, vous savez, c'est quand même une population de manière générale assez précaire, hein, c'est assez documenté, l'essentiel par rapport à sa création, dans le fonctionnement habituel, c'est son œuvre, qui a pu lui demander plusieurs années, se retrouve en librairie, est mis en vente, et à partir de là, commence plus ou moins long, bien sûr, hein, mais de vente du livre neuf, qui donnera lieu à sa rémunération, un pourcentage sur ses ventes. Et effectivement, si on casse ce cycle habituel de fonctionnement, on casse les pattes de sa façon à tout le travail qu'il a fourni et à sa possibilité d'être rémunéré un petit peu justement sur ce qu'il a fourni. Donc on a un vrai problème de chronologie. Même si Geoffroy a parlé des alertes et des achats anticipés qu'on peut anticiper en occasion sur un site et sur des plateformes, mais un livre, ça a une durée de vie parfois assez courte, mais enfin de quelques mois, d'un an, voire de plusieurs années. Et donc, c'est tout ce cycle-là qui maintenant est complètement remis en question par le fonctionnement de l'occasion. Alors, je précise que les auteurs ne sont absolument jamais payés, quel que soit l'endroit où vous achetez un livre, que ce soit une plateforme, que ce soit chez Gibert, que ce soit chez un bouquiniste ou n'importe où. Nous ne sommes absolument jamais rémunérés sur les livres d'occasion. A fortiori, quand c'est des achats de particulier à particulier, bien sûr. Donc ce qui se passe pour nous, c'est qu'on est déjà dans une situation assez fragile. Là, on est très inquiet. Enfin, on rejoint totalement l'inquiétude des éditeurs. Parce qu'en fait, en tant qu'auteur, on est doublement impacté. On est impacté en premier titre par rapport à notre propre rémunération. Mais si ça met en danger l'édition, ça nous impacte aussi, évidemment. Puisque des maisons d'édition fragilisées, qui ne peuvent plus prendre des risques comme avant, qui ont moins la possibilité d'expérimenter. Enfin, ça nuit à la diversité éditoriale, à laquelle on tient tous, je crois, lecteurs comme auteurs, comme libraires. Et ça nous impacte également. Donc, la seconde vie du livre, ça ne doit pas signifier la mort de l'auteur. C'est un peu ça, quand même, le problème. Il y a un problème de micro. Il y avait une question, oui, sur le... C'était le bilan carbone, c'est ça? Pardon, c'était un élément de la tribune. Oui, le bilan carbone. Alors là, Renaud Lefebvre en parlera mieux que moi, mais quand on a des grandes plateformes internationales dans un système industrialisé à l'étranger qui prennent des livres en France, les envoient en Allemagne et les ramènent en France, je ne suis pas certaine que le bilan carbone soit aussi bon qu'on puisse imaginer. C'est pas du tout même...
ou Pologne. Alors, je ne suis pas certaine que par rapport, une fois de plus, au fonctionnement traditionnel qu'on connaît de l'occasion, dans un système qu'on pouvait estimer relativement vertueux et de proximité, voilà, je laisse Renaud Lefebvre. Oui, je crois qu'il ne faut effectivement pas confondre ce qu'on pourrait appeler des circuits courts en matière de livres d'occasion et le fonctionnement des grandes plateformes dont on a compris qu'elle était responsable de l'explosion des volumes de livres d'occasion. Je vous invite juste à faire cet exercice, vraiment c'est un exercice de pensée, mais imaginez que vous décidiez de vendre un livre de votre bibliothèque et qu'ils doivent être achetés par votre voisin de palier ou la porte d'à côté. Cet ouvrage, vous allez l'emballer individuellement, vous allez le déposer à la poste. Dans certains cas, il va être expédié sur des plateformes qui peuvent se situer par exemple en Pologne, où il va être déballé, retraité sur des chaînes de distribution, réemballé et repartir pour une livraison sur la porte d'à côté. Voilà, donc encore une fois, on est vraiment sur un schéma qui... Mais pour vous dire simplement que sur ces évidences-là du bilan carbone, le livre d'occasion, c'est vachement bien parce qu'on protège la planète. Non, et d'ailleurs, on l'a dit, c'est pas la préoccupation essentielle en général des acheteurs, mais en tout cas, c'est loin d'être aussi évident. Sur les impacts économiques, quand même aussi, quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, il faut bien avoir conscience que dans la détermination et dans l'économie du livre, le tirage des exemplaires, en nombre d'exemplaires, est un élément qui est déterminant. Si les ventes de livres neufs baissent de manière importante, les tirages vont baisser de manière importante, et donc le prix du neuf va augmenter de manière significative, accroissant d'autant plus l'écart entre le prix du neuf et le prix de l'occasion. Et on risque d'enclencher une spirale descendante qui sera extrêmement préjudiciable à l'ensemble de la chaîne du livre. Est-ce que vous ressentez déjà au niveau de l'édition des impacts concrets dans certains secteurs de ce développement de l'occasion ? Oui, alors évidemment c'est difficile à quantifier, on a parlé voilà, mais c'est vrai que les retours qu'on a de la part des éditeurs sont de plus en plus fréquents. On nous cite des exemples qui étaient complètement inimaginables il y a encore peu de temps, et notamment la part du livre d'occasion dans des ouvrages prescrits, notamment sur du parascolaire ou sur des achats qui correspondent à un travail d'une classe. Tout simplement parce qu'encore une fois, imaginez il y a 10 ans qu'on souhaite acheter 50 exemplaires du même titre dans la même édition d'occasion. C'était tout simplement impossible. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Nicolas Viel, sur les impacts, vous-même d'ailleurs, en tant que libraire d'occasion, j'imagine que vous subissez aussi certains impacts du développement de ces plateformes. Les impacts ne sont pas nécessairement négatifs pour nous. Il y en a évidemment par rapport au changement de paradigme qu'évoquait Geoffroy, puisque la concurrence s'est accrue, donc forcément, quand la concurrence augmente, c'est un impact plutôt négatif, nous, concernant notre travail par rapport à l'occasion. L'autre aspect, c'est que la légitimité qu'on pouvait avoir à défendre, comme je le disais tout à l'heure, un livre neuf ou d'occasion a un peu volé en éclats avec des pratiques et donc des respects, une morale et un respect de tout ce qu'on s'est dit entre la création qui a un peu volé en éclats. Donc finalement on finit par être assimilé à cette jungle sans pour autant avoir été acteur et d'être, on va dire, mauvais acteur sur le sujet. Mais je crois, on me l'a parlé de la difficulté des auteurs, je crois qu'il ne faut pas minimiser la difficulté des librairies. Alors, certains étaient peut-être aux Rencontres nationales de Strasbourg, où une étude a été publiée sur la vitalité. Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de vitalité d'ailleurs du monde de la librairie, mais pour nous, l'occasion, c'est une opportunité, et une opportunité pour apporter une diversité dans nos magasins, une fidélisation à nos clients, une diversité d'offres, parce que je rappelle encore une fois que 50% des produits d'occasion vendus sont des produits qui n'étaient pas disponibles en neuf, permet d'avoir une diversité et une largeur d'offres dans nos magasins, une richesse, on va dire, pour nos clients, et que c'est un moyen, de notre point de vue, dans la librairie physique, en faisant de l'occasion, de faire perdurer le livre neuf.
Aujourd'hui, quand on a peut-être les 2/3 des librairies qui vont potentiellement sombrer, fermer d'ici 3 ans, avoir un apport d'occasion à la faveur des librairies plutôt que de grandes plateformes, effectivement, qu'elles soient situées dans des pays européens ou autres, doit être une richesse pour défendre le livre, la lecture dans nos librairies et donc, in fine, défendre le livre neuf. Donc pour moi, l'impact aujourd'hui, il est négatif et positif. Il est positif dans le sens où il faut parler, il faut changer, il faut réguler, on en a parlé. On parlera des solutions, je crois, un petit peu après. Mais l'impact aujourd'hui est plus négatif en termes d'image au sein de la profession et pour l'avenir. C'est-à-dire que si effectivement on a une difficulté à un moment donné avec la création, il n'y aura plus d'occasion. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de livre neuf, il n'y a pas d'occasion. L'équation, elle est simple. Mais ça reste quelque chose aujourd'hui qui doit être un élément différenciant, qui peut être un élément différenciant pour tous ceux qui s'en saisissent en librairie, pour peut-être préserver le commerce de la librairie dans les années qui viennent. Il y aura d'autres éléments, il y aura certainement d'autres éléments pour se battre, mais aujourd'hui c'est un élément de différenciation assez fort par rapport à des plateformes qui n'ont pas ce rôle de prescription. Et c'est un élément de différenciation aussi pour les clients et de profondeur et de richesse de l'offre. Alors si je vous écoute, je vois que d'un côté, comme l'a rappelé Séverine Weiss notamment, le développement du livre d'occasion fragilise la condition des auteurs, fragilise donc la création, fragilise les éditeurs, fragilise aussi une partie du monde de la librairie et met en péril tout le processus de création de nouveaux livres. Et d'un autre côté, comme l'a rappelé Renaud Lefebvre, il n'est pas non plus question de s'opposer au développement du livre d'occasion, de culpabiliser les acheteurs de livres d'occasion. Donc comment fait-on pour sortir de cette contradiction ? Qui veut commencer ? Alors d'abord on fait quelque chose. On fait quelque chose et on reconnaît l'existence d'un problème et de son ampleur et des enjeux. Et si j'en passe par là, c'est simplement parce que on a depuis quelques mois, et grâce en particulier aux résultats de l'étude, vraiment mis ensemble cette question sur la table. Et concrètement, la France a la chance d'avoir une tradition de politique publique en matière de culture, en matière de livres en particulier. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui de politique publique en matière de livres en faisant complètement l'impasse sur l'occasion et en disant qu'il n'y a rien à faire, rien à voir, rien à imaginer. Alors pour autant, on ne minimise pas le fait que c'est un sujet complexe. Il y a 2 voies pour l'essentiel qui sont envisageables et qui peuvent être d'ailleurs alternatives ou cumulatives dans le temps, qui sont envisageables pour assurer un retour économique au bénéfice des acteurs de la création. Il y a une première voie qui est la voie la plus naturelle, qui consiste à travailler autour du droit d'auteur. J'évoquais tout à l'heure les quelques centimes perçus sur les téléphones portables, c'est du droit d'auteur. On pourrait revenir un peu plus en arrière sur ce qui a été mis en place sur ce qu'on appelle le droit de copie, c'est-à-dire quand on fait des photocopies de livres dans une école, dans une université, dans une entreprise, il y a des droits d'auteur. Alors, on ne le sait pas, mais il y a des droits d'auteur parce qu'à un moment, on a considéré qu'il fallait mettre en place un système de collecte de droits de copie. Droits de copie pour la photocopie, de copie privée numérique. Vous ne le savez sans doute pas non plus, mais quand un livre parce qu'un livre est emprunté dans une bibliothèque publique, il y a des droits d'auteur. Voilà, donc ce qu'on demande fondamentalement, et en objectif, c'est qu'on arrive à mettre en place des systèmes de ce type-là qui fassent que reviennent vers les acteurs de la création des rémunérations proportionnées à l'usage du livre d'occasion. Cette voie-là, elle est compliquée pour des raisons juridiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, puisqu'on a des corps de règles qui sont des corps de règles notamment européens. Le droit, c'est fait par les hommes et pour les hommes, c'est fait pour la société à un moment donné. Je crois qu'il va falloir inventer quelque chose et on y travaille avec des juristes pour qu'on arrive à développer ce type de réponse. Donc ça, c'est la réponse qui serait la réponse adaptée de manière durable. On a aussi évoqué, parce que c'est plus simple, parce que c'est tout simplement de la compétence du législateur français, la possibilité d'introduire une contribution proportionnelle
sur les ventes de livres d'occasion, quel qu'en soit le lieu de vente, en faisant attention de bien tenir à l'écart le commerce de proximité, puisque, encore une fois, un bouquiniste, des ventes de livres sur un bac, etc., dans une librairie, ce n'est pas la question. Ce qui est en question, c'est vraiment les activités industrielles ou semi-industrielles de livres d'occasion. Et donc, on se dit que sur 60 millions de volumes vendus par an, quelques centimes ou dizaines de centimes par exemplaire permettraient de maintenir à flot ces grands équilibres de la création. Séverine Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, on réfléchit depuis quelques mois, depuis l'apparition de l'étude, à des solutions. Sur le plan juridique, ça peut être complexe. Il faut faire attention à tout ce qui est, tout ce qui est solidaire, tout ce qui est petit commerce. Enfin, on est bien sûr, on ne veut pas détruire l'existant, mais simplement il faut attaquer à bras le corps les grandes plateformes internationales et ce système industrialisé qui gagne de l'argent en venant rogner le livre du neuf à notre détriment. Enfin, j'ai utilisé le terme compensation pour préjudice, c'est pas exactement ce que ça va donner, mais en fait c'est quand même comme ça qu'on le vit, compensation pour préjudice. On a toujours réussi en France, avec les adaptations diverses du marché du livre, à trouver des solutions. C'est parfois compliqué, ça peut parfois être long ou un peu houleux, Geoffroy ici le sait, mais on a toujours trouvé des solutions, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour ce nouvel élément, ce nouveau phénomène qu'il faut simplement traiter, dont il faut s'occuper. Alors Nicolas Vial, en tant qu'acteur de l'occasion, mais aussi libraire, comment vous appréhendez cette hypothèse ces hypothèses en fait? De prime abord, on est un peu la cible. Et paradoxalement, j'ai pas fini ma phrase. Paradoxalement, on est plutôt favorable. Parce qu'en fait, je le redis, le neuf, en tout cas pour Gibert, je suis pas sûr d'être représentatif des grandes plateformes. J'en ai bien conscience, mais peu importe. Avec lesquelles parfois on collabore d'ailleurs, pour partie. Pas toutes. Aujourd'hui, ça nous paraît important de préserver cette création. Plus de neuf, plus l'occasion, tout simplement. Donc d'avoir une contribution, c'est quelque chose qui effectivement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous paraît intéressant. Alors, je ne vais pas ouvrir un autre débat, mais cette problématique qu'on met sur la table, avec les réponses qu'on y trouvera, elle doit aussi, je pense, permettre d'ouvrir un débat plus général dans le livre, qui est une question du partage de la valeur entre auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs et libraires. Et là, on est dans un élément où il faut être proactif par rapport à l'occasion. Et notre responsabilité de libraire, responsable, et donc de participer à cette problématique née au départ des auteurs. L'occasion le bouc émissaire non plus, et de toute cette problématique de partage de la valeur. Une fois qu'on a dit ça, être favorable à finalement rémunérer, contribuer, on appelle ça comme on veut, taxer, quels que soient les termes, il va falloir en définir les modalités. On l'a dit, l'étude de Geoffroy et de la SOFIA et du ministère le montre, les usages ne sont pas les mêmes, et plutôt que de pénaliser l'occasion, nous on croit, chez Gibert, on pense chez Gibert que la contribution doit aussi à un moment donné permettre de mieux valoriser le livre neuf. Donc il y a différents niveaux pour envisager une nouvelle contrainte pour les distributeurs de livres, mais on doit pouvoir arriver à valoriser mieux le livre neuf à travers cette nouvelle contrainte. D'une contrainte, d'en faire une opportunité. Il faut qu'elle soit juste, qu'elle puisse s'appliquer à tous les acteurs d'une manière claire et lisible. Donc il y a beaucoup de questions derrière. On va pas répondre aujourd'hui à tous les points. Il va y avoir des difficultés, probablement peut-être, à trouver quelque chose qui s'adapte à tous, à tout type d'acteurs. Mais encore une fois, l'occasion doit être pour les librairies une opportunité à l'avenir, et c'est peut-être ça aussi un élément qu'on va pouvoir introduire dans ce qu'on va proposer, ce qu'on pourra proposer
comme contribution doit être une richesse pour les librairies et pour la préservation des librairies et des fonds de livres neufs et favoriser la lecture. Pas qu'on trouve non plus des contraintes qui se portent trop sur les consommateurs. Donc une fois qu'on a inclus tout ça, il y a un gros débat, il y a de gros enjeux. L'objectif, on le partage. Ça n'est pas finalement tant si paradoxal que ça. On partage l'objectif, il va falloir trouver maintenant les moyens d'y arriver et manifestement rapidement. Oui, Geoffroy Pelletier. Juste quand même, sur deux résultats de l'étude, 80 millions d'exemplaires d'occasion vendus, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est une fourchette qui est probablement basse, il y a clairement un préjudice pour les auteurs et pour les éditeurs de ne rien percevoir sur ces ventes-là. Peut-être que le préjudice n'est pas à cette hauteur-là, parce qu'il y a des livres qui ne s'achèteraient pas s'ils n'étaient pas à ce prix-là, il y a des livres qui ne s'achèteraient pas neufs parce qu'ils n'existent plus en neuf, donc probablement on n'est peut-être pas complètement à cette hauteur-là. Il y a des titres dans le domaine public oui, aussi. Mais il y a une ampleur telle qu'il y a un préjudice, et que ce préjudice-là, il faut arriver à le compenser. Et quand il y a eu préjudice pour les auteurs et les éditeurs, on a toujours trouvé une solution. Et on a toujours trouvé une solution ensemble. Le droit de presse, ça n'a pas été évident. Il a fallu mettre d'accord les bibliothèques, les libraires, les auteurs, les éditeurs, les élus, le ministère. C'est pas évident déjà quand on le dit comme ça, et je peux vous jurer que ça n'a pas été facile. La copie privée, ça n'a pas été évident non plus. Pour autant, ça n'a jamais interdit ni les bibliothèques de prêter des livres et d'avoir de plus en plus de public dans les bibliothèques. Ça n'a jamais empêché personne de faire des copies, heureusement, avec ses téléphones, des œuvres protégées sur des clés USB ou sur des tablettes. Donc la question n'est pas d'empêcher le développement d'une pratique qui est constatée et qui se développe, mais de se dire il faut que ça profite à tout le monde. Et là aujourd'hui, il y a deux acteurs majeurs auxquels ça ne profite pas. Mais moi je suis optimiste, on va trouver une solution ensemble, une solution intelligente, mesurée. Je pense qu'il y a une absence de compensation, mais il y a aussi une absence de réglementation sur ce sujet-là. Le livre numérique, quand il est apparu, on a eu ensuite une adaptation de la loi de 80 au livre numérique. Dans le livre, les aides directes à l'édition, à la librairie, etc., sont pas aussi importantes qu'elles le sont dans d'autres secteurs des industries culturelles. Alors il y a deux constats. Le premier, deux conséquences. Le premier, c'est qu'il faudrait plus de budget pour le CNL pour aider encore mieux, encore plus et encore davantage l'édition française. Et le deuxième constat, c'est que sinon, on a des réglementations qui se sont mises en place. La loi de 81 a été formidable. La TVA réduite, ça a été formidable. Le code de la propriété intellectuelle, c'est formidable. Et ces trois piliers-là, plus les aides des pouvoirs publics importantes, c'est ça qui fait qu'on a un secteur qui aujourd'hui est vivant, avec de la création, avec de la diversité, et avec des ventes et avec du public dans les festivals. Donc on va trouver une solution de réglementation pour pas que ce soit la jungle, et surtout évidemment ceux qui sont visés ne sont pas les acteurs de l'occasion traditionnels qui font ça très bien avec des circuits courts et qui font ça depuis longtemps, et ça n'a jamais été un sujet parce que ça n'avait pas atteint ce volume-là. Mais on va trouver une solution ensemble, mesurée, qui permette de rémunérer tout le monde sans empêcher le développement du livre d'occasion, probablement encore dans les années à venir. Moi je suis résolument optimiste. Bien, alors ça fait plus d'une heure que nous parlons à la tribune. Vous avez peut-être des questions ou des remarques dans la salle. Oui, monsieur, il y a un micro qui va vous être apporté. Oui ? Patientez juste un tout petit instant. Oui, si je vais acheter Kamel Daoud tout à l'heure, il va être rémunéré. Si j'y vais à la fin de la semaine prochaine chez Gilbert Jeune à Grenoble, je l'achète d'occasion, j'ai 9 chances sur 10 de le trouver, il ne sera pas rémunéré. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on achète un livre d'occasion, il n'y a pas 50 centimes, 80 centimes ou 1 euro qui va pour rémunérer les éditeurs et les créateurs? Il me semble que ça me paraît pas très compliqué à trouver comme idée, alors peut-être à mettre en œuvre si ça passe par Bercy, mais autrement on devrait pouvoir trouver des solutions. Alors ça ne règle pas le problème peut-être des ventes de particuliers entre eux. Mais il y a quand même une situation simple pour trouver une solution. Moi, j'achète 20 à 25 bouquins par an d'occasion. Ça me fait 20 ou 25 euros. Ça me fait l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Comme en plus je ne fume pas, c'est très très bien, quoi. Voilà, il me semble. Hein. Merci pour votre attention. L'un de vous veut-il réagir ? Je me permets de répondre, puisqu'on a testé. On l'a répondu, on y est favorable. Il faut trouver la méthode, parce que là, vous ciblez Gilbert Joseph à Grenoble.
je ne crois pas que ça soit l'acteur principal aujourd'hui de la diffusion d'occasion, mais on est prêt à y participer, on souhaite y participer. Encore une fois aussi, en ouvrant tous les débats sur le partage de la valeur dans le livre. Mais on est évidemment favorable à ce que vous venez de dire. Alors, peut-être pas sur ces montants-là non plus, mais sur le fond, oui. Et d'ailleurs, c'est, je pense, l'objectif, encore une fois, et la conclusion de notre réunion, auteurs, éditeurs, libraires, d'arriver à trouver une solution qui ira dans ce sens-là. Alors bon, comme l'a dit monsieur, finalement, c'est un problème très simple, et en même temps, il est très complexe à régler. Peut-être Renaud, vous pouvez expliquer pourquoi. Je ne sais pas s'il faut que j'explique pourquoi. Je ne vais pas me lancer dans des longs développements sur la théorie de l'épuisement du droit de distribution, qui est l'un des démembrements du droit d'auteur. Enfin bon, je vous épargne ce genre de choses. Je pense, merci monsieur, parce qu'effectivement, ce que vous venez de dire à la force de l'évidence, je suis tout à fait d'accord avec Geoffroy. Je pense que si on cherche une solution, on la trouvera. L'étape fondamentale et qui est décisive, c'est de sortir du déni. C'est de sortir de la posture selon laquelle il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question et il n'y a pas matière à mettre en place des phénomènes de régulation. C'est, je pense, irresponsable. Et donc, il faut qu'on arrive à enclencher ce processus. Voilà, on a les uns les autres poussé un certain nombre d'alertes. Je pense, et je suis ravi de vous entendre parce que je pense effectivement que cette prise de conscience, elle commence à faire son chemin. Oui, Régina, pardon. Je complète simplement, pardon. Ce que vient de dire Renaud, c'est qu'on a une particularité pour les auteurs du livre, notamment par rapport aux artistes des arts visuels, c'est qu'on n'a pas de droit, ce qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire que l'œuvre, quand elle a été vendue une fois, nous n'avons plus de droit. Mais si elle est vendue 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on n'a plus rien. Ça n'existe pas pour le livre. Donc, ce que je disais au début, le marché de l'occasion jusqu'à présent ne nous posait pas de problème parce que c'était un marché secondaire, tertiaire et tout le monde était content. Là, nous avons effectivement une vraie difficulté par rapport à la situation des artistes auteurs dans le livre. Régina Tchando. Merci. Oui, je voulais exactement dire cela, Séverine. C'est-à-dire que le domaine de l'art contemporain, c'est protégé d'une certaine manière à travers le droit de suite et le droit d'exposition aussi. C'est-à-dire quand une œuvre est exposée, l'auteur perçoit une rémunération et son galeriste, s'il a un galeriste, et lorsqu'une œuvre d'art contemporain est vendue, de la même manière, une rémunération de droit de suite est versée à l'auteur et au galeriste. Dans le cinéma, personne ne peut voir le film avant qu'il ait vécu 4 mois en salle de cinéma. Il existe une chronologie des médias. On partage ou pas le côté parfois un peu rigoriste de la chronologie sur lequel on peut s'interroger, néanmoins. Il y a une protection de l'œuvre, j'allais dire neuve, pendant 4 mois. Donc on pourrait aussi imaginer que la vente du livre d'occasion arrive un certain nombre de semaines après la sortie du livre neuf. Je sais pas, c'est des pistes. La musique s'est protégée avec la taxe qui est passée l'an dernier, Spotify, Deezer, donc sur les services en ligne, pour essayer de rattraper le partage de la valeur. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de raison, me semble-t-il, tout en restant raisonnable pour ne pas étouffer ces nouveaux usages, c'est évident. Il me semblerait vraiment tout à fait injuste que seul le secteur du livre n'ait pas sa protection. Même les architectes ont leurs œuvres protégées d'ailleurs aujourd'hui, hein, on peut le mentionner. Pardon, Nicolas V. Je voudrais juste répondre sur un point. Surtout parce que sur le fond, il y a certainement des pistes. Je voudrais répondre sur le point sur des contraintes par rapport des solutions en fait, qui pourraient être amenées à contraindre les lecteurs. Ne pas vendre. Et je l'ai dit tout à l'heure, la problématique des ventes de livres de qualité trouvera sa réponse au sein même de la profession. Mais il faudrait éviter de mettre des contraintes sur les lecteurs qui achètent et qui vendent, parce qu'il y a aussi, monsieur prenez l'exemple d'acheter Kamel Daoud sur le salon, il va ce cas-là existe. Et ce cas-là existe quand même aussi, et il serait dommageable de mettre encore des bâtons dans les roues à la diffusion de la lecture. Voilà, c'est juste un petit commentaire par rapport à cette micro-solution au sein d'un sujet qui est plus largement proposé.
D'autres interventions de la salle, peut-être? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Peut-être d'ailleurs, excusez-moi, je vais faire ça à l'américaine. Quelles sont les personnes qui ont déjà acheté un livre d'occasion dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Bon, voilà, oui. Bon, ça donne une idée. Ça donne une idée, en effet, de... Non, mais si je peux me permettre, et ça rejoint cet exercice à l'américaine, mais je pense que tout le monde, à un moment donné, dans sa vie, a acheté des livres d'occasion, va acheter des livres d'occasion et achètera des livres d'occasion. Encore une fois, c'est pas la question et c'est pas mal d'acheter de livres d'occasion. Simplement, je trouve qu'au moins, l'étude, au-delà des chiffres, etc., elle a permis qu'il y ait une vraie prise de conscience plus générale que c'était un problème, qu'il n'y ait pas de rémunération pour les auteurs et les éditeurs quand on achète un livre d'occasion. Et on a le droit, encore une fois, d'acheter un livre d'occasion. Et c'est exactement ce que dit monsieur. Et ça l'étonne et peut-être ça l'agace qu'il n'y ait pas une rémunération à ce moment-là. Cette prise de conscience, elle s'est même traduite récemment par des offres, finalement, de contributions volontaires d'acteurs de l'occasion qui se sont dit, est-ce que si on vous donne un petit peu de notre résultat ou si on demande à ceux qui achètent de rajouter un petit peu sur le prix d'acquisition, ça permettrait de... Voilà. Oui, c'est sympathique, ça part d'une bonne volonté, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience générale, mais c'est sans commune mesure avec les chiffres et avec le préjudice dont on parle là. Donc, s'il y a contribution, s'il y a compensation, il faut qu'elle soit obligatoire, généralisée, il faut que tous les acteurs soient sur le même statut par rapport à cette contribution. Donc, ça peut pas, c'est pas un truc au chapeau et à votre poumou, messieurs, dames. Il faut que ce soit quelque chose qui soit orchestré. Et puis, le deuxième point, alors, sans rentrer sur une analyse de la théorie d'épuisement du droit, même s'il y a un poste de secours juste à côté, c'est quand même que c'est pas si simple que ça par rapport à ce que dit monsieur. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit. Une fois que le livre a déjà été vendu, le droit d'auteur s'épuise et vous faites, une fois que vous avez acheté le livre, ce que vous voulez avec. Vous le revendez, vous pouvez le revendre plusieurs fois. Je précise d'ailleurs que dans l'étude, on a montré que c'est pas... L'appellation deuxième main est pas réelle. Il y a des livres qui se vendent, qui se revendent et qui se revendent plusieurs fois d'occasion. On devrait parler de troisième, quatrième main, etc. Mais aujourd'hui, le droit d'auteur s'épuise à la première vente. Donc il faut qu'on soit inventif, il faut qu'on trouve une solution, si on en est tous d'accord, mais qui soit en conformité avec la loi, ou qu'on aussi on invente de nouveaux dispositifs. Encore une fois, pour le droit de prêt et la copie privée, on a été imaginatif. Par définition, ça n'existait pas, et on a trouvé une solution tous ensemble, et qui, encore une fois, n'a pas empêché ni le développement des ventes de smartphones, ça se saurait, ni le prêt des livres en bibliothèque, ça se saurait aussi. Alors, malgré tout, là-dessus, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la stratégie pour y parvenir? Je comprends que l'étude Sophia, ministère de la Culture, est une première étape indispensable, puisqu'il fallait... il fallait établir le phénomène pour pouvoir le comprendre. Mais Renaud, vous avez évoqué tout à l'heure les options en termes de droit d'auteur ou contribution, taxation, etc. Mais comment faire en fait? Comment faire pour convaincre les politiques, les élus? Comment faire pour faire évoluer la réglementation? Quelle stratégie va être utilisée par les professions du livre pour parvenir à assurer une rémunération des auteurs, des éditeurs sur l'occasion? Alors, convaincre, c'est sensibiliser, c'est faire de la pédagogie. Je pense que c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et c'est tout simplement aussi se tourner vers ceux qui sont en situation de pouvoir prendre les décisions pour leur demander de le faire. Vincent Montagne, le président du syndicat national de l'édition, et Séverine à mes côtés, ont co-signé il y a quelques semaines une lettre à la ministre de la Culture lui demandant l'instauration d'un dispositif de perception, de contribution sur les ventes de livres d'occasion, et ou proposant d'ouvrir des réflexions et des discussions sur d'autres dispositifs. Donc ce que nous demandons, c'est que la question soit mise à l'ordre du jour. Alors évidemment, c'est sans doute pas très facile politiquement à affirmer, ça demande sans doute un peu de détermination, j'allais dire, et je le dis, un peu de courage, de dire il y a un problème et on va le régler. C'est pas facile de dire, le livre d'occasion, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il soit peut-être quelques centimes ou dizaines de centimes d'une manière générale un peu plus cher. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, c'est l'avenir du livre qui est en jeu.
encore une fois, la meilleure stratégie, et le mot stratégie me fait un tout petit peu peur parce qu'on a l'impression qu'il y a une opposition de bataille. La meilleure stratégie ou la meilleure façon de le faire, c'est de le faire ensemble avec les acteurs. Et Gilbert est toujours d'accord pour venir en discuter à chaque fois. Il y a d'autres acteurs aussi de l'occasion qui sont d'accord pour en discuter. Il y en a certains où ça va être un petit peu plus compliqué de les faire venir autour de la table. Mais ça, il faut qu'il y ait une décision politique de réunir tout le monde pour trouver ensemble une solution. Il faut là, les pouvoirs publics ne sont pas là aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont été invités, mais il faut que le ministère, à un moment donné, s'empare du sujet, je pense. Et il y a des solutions. Il y a ce que disait Régine sur la chronologie des médias. On a plein d'outils à notre disposition. Et la seule limite, c'est notre imagination pour trouver ce qui permettra encore d'assurer le développement du marché du livre d'occasion en rémunérant l'ensemble des acteurs. D'autres questions de la salle? Non? Moi, j'en ai une parce que j'ai l'impression qu'il y a un point qu'on a peu abordé. Enfin, Nicolas Viel y a fait allusion, mais en même temps, vous représentez les libraires à cette tribune, mais vous êtes un libraire qui pratiquait l'occasion, qui est le défi du développement de l'occasion pour les librairies indépendantes en général. Il y a eu énormément de débats sur la question du rôle des librairies et sur leur fragilisation, sur les moyens de la consolider. Et donc, il me semble que derrière l'enjeu de l'occasion, il y a l'enjeu et le défi de la rémunération, mais il y a aussi le défi de la consolidation des librairies dans un contexte de perte de chiffre d'affaires aussi, puisque ce chiffre d'affaires va vers l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, Nicolas ? Je pense que il y a un sujet qui... Chez les libraires, l'étude montrait qu'il y avait un intérêt relativement faible il y a maintenant 3 ans. On sait que les questions s'accélèrent. Les difficultés, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, font qu'on cherche des solutions pour faire de la librairie un lieu de vie qui soit attirant et attractif pour les lecteurs. L'occasion devient un élément de plus en plus important. Il y a des solutions effectivement qui se montent sur des offres d'occasion, sur uniquement des produits indisponibles, on en a parlé. Le libraire a quand même bien souvent un écueil par rapport à la problématique de la rémunération des auteurs. Donc finalement, peut-être que d'avoir un système de taxation ou de rémunération clairement établi et lisible permettra aux libraires de plus se poser cette question-là en se disant finalement quand je fais l'occasion, je continue de rémunérer les auteurs et tant mieux, donc je ne mets plus ce frein-là. Après il y a des raisons, faire de l'occasion c'est un métier, de faire son métier de libraire c'est des difficultés, c'est du temps, il y a beaucoup d'autres écueils, mais nous on est intimement persuadés aujourd'hui que c'est un moyen véritablement d'arriver à faire de ces librairies des lieux où on se rend peut-être tous les jours qu'on se rend tous les jours pour essayer de découvrir de nouvelles références qu'on ne trouverait pas et se détourner peut-être d'un usage purement Internet dans son canapé et de revenir dans un lieu de vie. C'est moins facile, mais c'est aussi au libraire de proposer des solutions pour faire de sa librairie un lieu de partage. J'entends complètement, ça reste quand même une question compliquée parce que il y a la question de la rentabilité de la librairie, mais s'il y a une perte de chiffre d'affaires des libraires qui est en train de basculer sur l'occasion, ça veut dire qu'il y a aussi là aujourd'hui une prise de conscience des libraires que finalement ils ont une partie de leur activité qui disparaît au profit de ceux qui revendent de l'occasion, et du neuf, mais surtout ceux qui revendent que de l'occasion. Et se dire que la réponse à ce manque à gagner sur le neuf, c'est d'intégrer plus d'occasions chez eux, avec toutes les questions quand même d'espace, de rentabilité, qui ne sont pas du tout les mêmes que quand on a un entrepôt en Pologne, ou etc., des loyers en ville, c'est pas la même chose. Et c'est un métier différent, c'est un métier très différent, mais au-delà du métier très différent, est-ce que ça correspond totalement à un commerce indépendant en centre-ville de taille moyenne? Je ne parle pas de Gilbert qui a toute son histoire, etc. Et est-ce que ça peut vraiment se mettre en place? Je ne sais pas. Et donc c'est un peu compliqué aujourd'hui pour les libraires. Si vraiment on peut dire qu'il y a une part de leur chiffre d'affaires qui baisse, alors que tout le reste augmente à cause du livre d'occasion, pour partie, c'est sûrement pas la seule raison, mais pour partie, se dire que du coup il faudrait réintégrer du livre d'occasion pour les sauver, peut-être un peu, mais pas tous, et c'est pas si facile que ça, je pense quand même, pour des raisons de rentabilité et pour des raisons de structure aussi, de coûts et de ratio chez eux.
sans être un spécialiste de la librairie. Donc On travaille sur des solutions pour accompagner cette logique-là, parce qu'on est véritablement persuadé que c'est une des clés, non pas pour faire améliorer la rentabilité, pour sauver une partie du maillage, aujourd'hui, de librairie. On minimise aujourd'hui la difficulté du monde de la librairie. Et quand on dit ça, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on sera d'accord, y compris au SNE, pour dire qu'il vaut mieux que les librairies fassent 20% d'occasion et conservent 20% de neuf qu'ils ont à côté, plutôt que fermer et perdre les 100% de neuf qu'ils font aujourd'hui. De mon point de vue, le débat mérite certainement d'être... Je pense que c'est un autre débat, et sur la question effectivement de l'équation extrêmement compliquée, de plus en plus compliquée, l'équation économique en librairie. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que on est dans des métiers qui ont une tradition d'appréhension interprofessionnelle sur l'ensemble de la filière, tout simplement parce qu'on est tout à fait conscient qu'on est dans des situations d'interdépendance totale. Interdépendance au stade de la relation entre l'éditeur, l'auteur, le libraire. Donc... Et les questions qu'on vient d'aborder, il faut effectivement qu'on trouve des solutions qui soient débattues et mises en place avec l'ensemble des acteurs de la filière. Mais vous n'arriverez probablement pas facilement à me convaincre que l'occasion sauvera la librairie. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas que ça sauvera toutes les librairies, c'est ce que disait Geoffroy, je pense que ça peut en sauver un certain nombre, ça peut aider, et ça n'est pas la composante ultime. Je l'ai dit, il y a un débat au-delà du débat sur l'occasion. L'occasion ne doit pas être de tous les mots du monde du livre. Il y a un débat beaucoup plus largement sur le partage de la valeur. Là, l'occasion est un des éléments auxquels il faut répondre. Il y en a d'autres, et l'occasion ne sera pas la réponse à tous les mots de la librairie non plus. Alors, j'ai pas répondu sur la question de la partage de la valeur, même si j'avais envie de le faire, simplement pour vous dire que, malgré tout, c'est quand même un sujet dont on parle de temps en temps, n'est-ce pas, Séverine ? Voilà, et que, s'agissant singulièrement du livre d'occasion, il n'y a pas de valeur à partager. Bon, en tout cas, sur le débat sur le partage de la valeur, je vais sortir le joker, c'est que on va pas, enfin, c'est un autre sujet de débat malgré tout. Enfin, on peut considérer que ça le prolonge, mais peut-être un sujet pour une prochaine matinée professionnelle à Brive. Mais alors, pour conclure cette matinée, 2 interventions sont prévues. D'une part, celle de Rachel Cordier, la directrice de l'ALCA, l'agence culturelle régionale de Nouvelle-Aquitaine, et ensuite Renaud Lefebvre. Merci à tous pour vos interventions. Je commence ? Ça te va ? Allez. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc... alors, comment je me... Là, comme ça, c'est mieux. Je me présente d'abord. Je suis donc Rachel Cordier. Je suis directrice d'ALCA. ALCA, c'est l'agence du livre, du cinéma, de l'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. À quoi sert une agence ? Je vais juste commencer quand même par ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde ici le sache, même si certains nous connaissent très bien. Une agence, c'est une structure de proximité qui est opératrice pour le compte de ses partenaires publics. Et nous, nos partenaires publics sont la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et les services aussi bien déconcentrés de l'État que sont la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le CNL, le Centre national du livre. Et donc, pour le compte de ces partenaires, nous coordonnons en région Nouvelle-Aquitaine une politique volontariste de ces partenaires via un contrat de filière livre. Et ce contrat de filière porte en lui un ensemble de dispositifs de soutien et d'accompagnement à la fois à la création, donc les auteurs directement, à la fois à l'économie du livre, dont on a pas mal parlé aujourd'hui avec les libraires et les éditeurs, et aussi un ensemble de services, de ressources, d'ingénierie qui peut aider les professionnels régionaux dans leur développement ou parfois aussi dans leur crise ou leur transition. Donc ça, c'est le cadre dans lequel moi, je travaille, et je travaille avec
45 autres personnes dans cette agence, même parfois un peu plus. Et on est basé à Limoges, à Poitiers, à Angoulême, à Bordeaux. Et on travaille dans cette grande région. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une espèce de... On parlait de baromètre. Ben oui, c'est moi qui vais faire un peu la météo de ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Aquitaine. Je vais me concentrer sur les libraires et sur les éditeurs. Ça va être assez rapide. Mais juste pour que vous l'ayez bien en tête, cette région, ça va de Loudun à Hendaye, d'Ussel, pour ceux qui sont du coin, il va bien on sait, à La Rochelle. On est donc sur une grande région et on est sur une des régions en France les plus dotées, les plus maillées, que ce soit en librairie indépendante ou en éditeur indépendante, puisque nous avons quand même plus de 200 maisons d'édition indépendantes. Je vais commencer juste par un petit point sur la santé des librairies. On en a parlé. Je vais en fait que confirmer tout ce qui vient de se dire sur les librairies. Dans notre réseau national des structures régionales du livre, on a mené sur le premier semestre une enquête qui n'a pas force scientifique, qui n'a pas les moyens d'études que peuvent évidemment mettre à l'œuvre la SOFIA ou le ministère, mais qui a quand même recueilli via un questionnaire des centaines de réponses de libraires en direct. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on a réussi à obtenir 80 réponses sur ce que nous espérions, c'était 200. Bon, on en a 80, c'est déjà pas mal. Et c'est juste pour donc nourrir un peu la réflexion. Ces 80 sont quand même assez représentatives. On a des librairies en zone dite rurale, en zone urbaine. On a des librairies généralistes, des librairies spécialisées. Et en plus, en termes de montant du chiffre d'affaires, on est aussi assez large. C'est un panel représentatif donc. On a des librairies à moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais on a aussi un certain nombre de librairies à plus d'1 million qui ont répondu. Donc, parmi ces répondants, on a quand même des marqueurs très forts. On a plus de 65% des librairies qui accusent un décrochage net de trésorerie très important au deuxième trimestre 2024, donc mars-avril 2024. 63% qui disent décrocher de plus de 8% en moyenne, ce qui est beaucoup en fait. À la fois le nombre de librairies concernées et à la fois le montant de ce décrochage. Donc, ça va évidemment dans le sens de ce qui a été discuté ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des chiffres d'affaires, une baisse des ventes. Il y a aussi, et c'est assez marqué, une baisse du panier moyen. Et ça, contrairement peut-être d'ailleurs à ce que disait tout à l'heure la SOFIA, et du coup, c'est que peut-être que c'est plus marqué en région que ça n'est au national. Peut-être que les chiffres parisiens viennent un peu changer cette donne-là. C'est qu'il y a moins de dépenses en panier moyen. Donc, c'est pas en nombre de personnes qui rentrent dans une librairie. C'est le panier moyen, il est moins important. Et ça parle aussi évidemment du pouvoir d'achat. En tout cas, c'est comme ça que les libraires l'analysent dans l'échange qu'ils ont avec leurs clients. Évidemment, et ça a été évoqué dès l'intervention du CNL en introduction, il y a un très fort effet ciseau avec une augmentation des charges pour les libraires. On a évidemment l'énergie qui a beaucoup augmenté, plus de 150% d'augmentation des frais d'énergie, les salaires aussi qui ont augmenté, les loyers, les frais de transport, un ensemble de coûts qui augmentent, mis en corrélation avec un ensemble de recettes qui baissent. On est sur des situations extrêmement difficiles pour la librairie, avec, pour le coup, aujourd'hui, peu de solutions. On voit des préfigurations de mise en liquidation, on voit des débuts de fermeture de librairies. On a aussi quelques marqueurs de type des librairies qui ne trouvent pas de repreneurs. Donc nous, on est attentifs à ça. Côté pouvoir public, on a des dispositifs d'accompagnement
aux crises, on a des dispositifs de soutien aux entreprises, du retournement des entreprises, comme on dit dans notre jargon d'accompagnement. On a des aides qui peuvent être levées à certains moments de la vie difficile de ces entreprises. On n'est pas sûr à l'heure actuelle, et vous le voyez, les chiffres sont très récents, hein, je vous parle de quelque chose qui, là, nous, est très actuel, donc on n'a pas encore eu le temps de réagir, mais on n'est pas sûr de trouver toutes les possibilités d'accompagnement. Ce qui est sûr, c'est que ça va venir vraiment être confronté à ce que tout le monde sait, c'est la raréfaction de l'argent public, et notamment la raréfaction de l'argent public régional, local, départemental. On est percuté par toutes les annonces qui sont faites et par l'organisation du budget de l'État qui évidemment redescend aussi dans l'organisation du budget des collectivités territoriales qui sont aujourd'hui les soutiens de proximité. Donc on a une météo plutôt très grise pour les libraires, en tout cas pour un ensemble de libraires. Bien sûr, on en a qui sont dans des zones où ça se passe bien, c'est pas tous, mais on a une majorité pour lesquels la situation est compliquée. Et je ne vous parle même pas du fait que nombre des libraires n'ont pas commencé ou réussi à commencer à rembourser leur PGE, le fameux, ce qui les avait aidés dans la crise Covid et les prêts qui les avaient aidés. Donc quand il va falloir en plus ajouter ces remboursements-là, on sait que l'équation va être vraiment très difficile, voire intenable. Donc nous sommes en alerte. On cherche des solutions, nous espérons les trouver pour limiter au maximum. Je vais aller vite sur les éditeurs en Nouvelle-Aquitaine. J'ai amené ça, c'est un petit guide des éditeurs et des maisons d'édition en Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez là, il y a quelques exemplaires, prenez-les. Et beaucoup de ces éditeurs sont présents sur la foire. Vous pouvez vous amuser à les retrouver. Il y en a vraiment de nombreux qui sont là. Ce sont des éditeurs qui travaillent donc depuis la région Nouvelle-Aquitaine, en région Nouvelle-Aquitaine. On a 200 maisons d'édition, je le disais déjà. Ce sont des tailles très variées. On a quelques flambeaux de l'édition. On a des éditeurs importants, je veux dire, en termes de superficie de travail. On a aussi des éditeurs indépendants qui sont plus de l'ordre de l'artisanat de l'édition et qui font un travail magnifique. Cette variété, elle est à l'image, je crois, du territoire aussi. Et de dire que de ce côté-là, de côté de l'édition, ça va être aussi abordé. Je vais pas, parce que je pense que ce qui se passe en région est à peu près ce qui se passe partout. Ce qu'on voit, on a eu quelques rachats d'éditeurs qui étaient des éditeurs un peu importants pour nous, si ce n'est en termes de chiffre d'affaires, au moins en termes de qualité, et qui étaient vraiment des illustres éditeurs. Ces rachats se font par des groupes éditoriaux. C'est souvent, il faut le reconnaître, des sauvetages. Ça permet de sauver une ligne éditoriale. Donc c'est bénéfique, je le dis comme ça, parce que sinon, ce serait des disparitions nettes, en fait. Et pour nous, c'est aussi, on se le disait tout à l'heure, un marqueur de la qualité, en fait, de ces maisons d'édition qui ont quelquefois assis un travail depuis des dizaines d'années. Je vais citer les deux gros rachats là que j'ai en tête, donc Akata et Les Aventuriers de l'étrange. D'autres maisons d'édition sont en cours de négociation pour des rachats, et nous savons que si ces rachats ne se font pas, les maisons d'édition fermeront. Donc on est plutôt dans ce type de situation. En tout cas, pour les professionnels de la profession, vous le savez, l'année pour certains éditeurs, et notamment les éditeurs indépendants, a été marquée par des tensions de diffusion-distribution avec la cyberattaque d'Octave qui a vraiment là pour le coup impacté vraiment les maisons d'édition. Et puis on voit pareil comme pour les libraires ont des problèmes de trésorerie assez forts, avec des chutes de trésorerie là qui nous sont remontées, et on a de plus en plus d'accompagnement de structures en difficulté. On a des dispositifs dédiés, je le disais déjà, c'est à peu près les mêmes pour les éditeurs et on a de plus en plus de demandes sur ces difficultés et donc de demandes d'accompagnement, d'audit, de consultation, de conseils.
on y répond. On espère continuer à pouvoir y répondre dans les meilleures conditions. Je vais rappeler que dans ce que nous faisons à l'agence, il y a un accompagnement aussi qui peut d'ailleurs consister à des stands collectifs dans les grands festivals de livres comme Paris, Bruxelles, mais on va aussi à Montreuil, à Saint-Malo, et on accompagne les éditeurs, les plus petits d'entre eux qui auraient du mal à y être seuls, pour qu'ils soient présents et qu'ils trouvent aussi une économie grâce à ces présences. Et juste dernier point que je voulais aborder, et vous avez le magazine de l'agence qui porte sur ce sujet. La région est en train instaurer des éco-socio-conditionnalités à l'ensemble de ces aides, ce qui veut donc dire qu'il y a un travail de fond sur la question de l'écologie, de l'impact écologique et de la manière dont on peut accompagner la transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit sur les mobilités. Et cela va faire partie des équations de travail avec l'ensemble des professionnels de la culture, d'ailleurs en général, mais évidemment particulièrement du livre. Et puis pour finir, de dire que quand même, parce que les auteurs sont très présents aussi en région, vivent en région, on a un ensemble d'accompagnement des auteurs, on a un réseau de résidences, d'ailleurs souvent en partenariat aussi avec les partenaires publics toujours, qui accueillent en résidence d'écriture. Et on a aussi des actions qui ne sont pas les mêmes, ce ne sont souvent pas les mêmes auteurs qui viennent en résidence, mais des actions d'éducation artistique et culturelle pour toujours amener vers le livre et vers la lecture. Que ces actions, elles se font, ce sont des dizaines de milliers de lycéens, de collégiens avec lesquels nous travaillons, nous, l'agence, et on met en contact la pratique, la connaissance et la rencontre avec l'artiste. L'auteur, ce sont des traducteurs, des illustrateurs, des écrivains et des écrivaines, bien sûr. Et ce sont sur ces dispositifs-là, et je rappelle que pour tout ce que nous faisons, nous sommes soutenus par les 3 partenaires publics que j'ai cités au début, ce sont des centaines de milliers d'euros de rémunération en direct des auteurs, que ce soit en résidence ou que ce soit en action culturelle. Donc c'est aussi une rencontre des métiers et c'est aussi un soutien direct de la création. Merci beaucoup. Merci Rachel Cordier. Deuxième conclusion, Renaud Lefebvre pour le SNE. Je vais aussi être très bref, peut-être simplement déjà vous donner un ordre de grandeur, puisque l'activité du livre et de l'édition n'est pas forcément extrêmement facile à se mesurer. Le chiffre d'affaires du livre en France, c'est de l'ordre de 4,5 milliards. Le chiffre d'affaires des éditeurs, c'est de l'ordre de 3 milliards. Ça veut dire en clair que l'édition et le livre, c'est la première industrie culturelle en France, en termes de poids économique. On l'oublie, et on l'oublie souvent aussi parce qu'elle est peut-être un peu plus discrète, parce qu'elle a bien davantage que d'autres secteurs économiques fait le choix de son autofinancement, de la régulation, comme ça a été dit, et c'est d'ailleurs un de ses marqueurs. Ça veut dire que l'édition fait très marginalement appel en réalité, quelle que soit la qualité et la nécessité des interventions publiques. Mais l'édition fait marginalement appel au financement public, contrairement à d'autres secteurs de la culture. Donc on pourrait se dire, c'est un secteur fort, dynamique. C'est vrai que c'est environ 440 millions d'exemplaires vendus par an, on l'a dit. On a la ferveur au-delà de ces cloisons qui est quand même tout à fait palpable. Mais c'est quand même un métier, c'est une filière qui est sous tension. Alors on le voit clairement dans les chiffres. On a eu évidemment un rebond inespéré après la phase de Covid, mais le chiffre d'affaires de l'édition l'an dernier a progressé de 1% en 2023. À date, cette année, on est probablement plutôt sur une légère baisse, donc quelque chose comme 0, moins 1% globalement. Et là, je vous parle de chiffres en valeur, ce qui veut dire qu'effectivement, on est dans une phase de baisse de volume. Moins 3%, moins 2% l'an dernier, probablement moins 3% cette année. Donc voilà, donc une activité qui est sous tension avec des vents contraires. On l'a évoqué rapidement ce matin, mais effectivement les pratiques de lecture, et en particulier du côté des jeunes, qui sont vraiment un sujet qui concerne l'ensemble des acteurs de la filière. L'inflation dont on a parlé et qui effectivement pèse sur le coût pour
l'ensemble de la filière. Et puis des menaces. Alors les menaces, on a longuement évoqué l'occasion, je n'y reviendrai pas. Je pense que c'est l'occasion simplement d'évoquer une autre menace qui se fait jour à l'heure actuelle et qui préoccupe fortement les éditeurs et les auteurs en particulier, mais les libraires également. C'est des menaces qui pèsent sur l'évolution du pass culture. Le pass culture, vous savez que c'est ce dispositif qui a été mis en place et qui permet aux jeunes, en particulier de plus de 18 ans, de disposer d'un budget individuel qu'ils peuvent allouer à l'achat de l'ensemble des biens culturels. Et l'expérience a prouvé que le pass culture est majoritairement orienté vers le livre, alors selon les années, entre 40 et 50%. Et c'est un dispositif qui est essentiel. Alors d'abord, c'est un dispositif qui remplit son objectif puisqu'il amène en librairie des jeunes publics qui n'y seraient pas allés. Et si vous faites les simples règles de 3 en fonction des différents chiffres que je vous ai donnés, ça veut dire que les achats de livres à travers le pass culture représentent probablement en moyenne un peu moins de 2% de chiffre d'affaires du secteur. Tous les genres éditoriaux ne sont pas éligibles au pass culture, ce qui veut dire que pour certains genres éditoriaux, on est à plusieurs pourcents, probablement entre 2, 3, 4, 5% du chiffre d'affaires du secteur. Et si j'évoque la question, c'est parce qu'il est question aujourd'hui de remodeler le pass culture. Alors, on comprend que la situation budgétaire impose des économies à tout le monde et il n'y a pas de raison que les acteurs du livre n'en soient pas conscients. Mais il y a d'autres dispositions qui sont envisagées, qui consisteraient à restreindre le choix des jeunes dans l'emploi du pass culture, pour faire en sorte qu'ils achètent peut-être davantage d'autres choses et qu'on ne respecte pas leur liberté de s'orienter en pleine conscience vers le livre. Ce sont des choses sur lesquelles on est très clairement défavorable et on aura l'occasion de l'exprimer auprès des pouvoirs publics très bientôt. Vous voyez donc en un mot un secteur économique qui est significatif, qui est de loin celui qui dissémine le plus grand nombre d'objets culturels en France, et ça depuis toujours, j'allais dire, mais un secteur sous tension et dont les équilibres sont fragiles et qu'on s'emploiera à essayer de maintenir avec toute notre énergie. Merci à tous et toutes pour votre participation. Merci au Centre national du livre et à la Foire du livre de Brive pour l'organisation de cette matinée professionnelle et bonne continuation de la foire à tous et à toutes.